c'est un grand plaisir pour moi de venir partager quelques réflexions sur la thématique qu'on m'a proposée. Donc je vais vous parler un peu de la vision que j'ai, la santé publique, la santé mondiale, quelques enjeux et des intérêts plus directs pour nous. En première remarque, donc ce matin, Rémi nous parlait du positionnement du Québec en matière de recherche et de parler de son positionnement qui était assez avantageux au niveau mondial. Bien sûr, je me suis livré aussi un peu à cet exercice, mais avec une perspective un tout petit peu différente, qui va d'ailleurs renforcer son propos. Quand on parle du Québec, le Québec, nous sommes 1/1000e de la population mondiale et nous représentons 3/1000e de la richesse mondiale. Et ce que nous a dit Rémi ce matin, c'est que nous sommes 1/100e de la production scientifique, ce qui est pas mal pour le 1000e que nous sommes. Voyez, mais il faut quand même jamais oublier qu'on est 1/1000e. Je sais qu'on est distinct, mais vous savez, des distincts, il y en a beaucoup dans le monde. Voyez. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'en révisant ma préparation, j'ai été servi, je dirais un petit peu par la chance, parce qu'il se trouve que le dernier numéro de la prestigieuse revue Science, le numéro de vendredi dernier, le 12 septembre, est un numéro qui est consacré à la santé mondiale. Donc j'ai trouvé des sources d'inspiration dans ce numéro, de même que des données plus actualisées que j'utiliserai. Donc brièvement, la façon dont je vais traiter le sujet, c'est que je vais couvrir un peu trois questions, trois aspects. D'abord, je vais essayer de vous montrer que la santé est de toute façon de plus en plus mondiale, et selon une perspective qui n'est pas forcément ce que j'appelle la perspective classique de la santé publique. Voyez. Ensuite, vous montrer aussi que de toute façon, les risques à la santé et les solutions sont aussi mondiales. On n'a même pas besoin d'en faire vraiment la démonstration. Et je terminerai par quelques exemples d'initiatives dans le domaine, bien sûr, de la recherche, qui, à mon avis, ont un caractère éminemment mondial. Alors, la santé mondiale. Quand on pense à la santé mondiale, ou les fois de nous faire repenser à la santé mondiale, c'est par exemple une crise. Alors, on parle d'Ebola. Ebola au niveau mondial, c'est quand même 4 pays, c'est pas énorme, c'est quelques milliers de cas, oui, quelques milliers de décès, mais c'est un phénomène qui frappe notre imaginaire. Pourquoi ? Parce que ça rappelle beaucoup de choses, ça rappelle le risque des épidémies. Vous avez une maladie quelque part avec des agents pathogènes qui n'ont pas besoin de visa ou de passeport pour voyager et demain ça pourrait être à nos portes. Alors tout d'un coup, il y a quelques cas de fièvre au Québec qui auraient potentiellement pu être des cas d'Ebola. Alors on fait un peu d'émoi autour de ça. C'est pas anormal et ça sera comme ça parce que ce qu'on peut appeler les origines de la santé mondiale sont liées au risque infectieux parce que le risque infectieux a toujours été mondial. La première conférence de santé mondiale s'est tenue à Paris en 1860 et ça réunissait des pays qui cherchaient à limiter la propagation des épidémies par la circulation des biens et des services. Donc la santé mondiale, on y pense quand il y a des risques chez nous de quelque chose qui vient d'ailleurs, mais la santé mondiale, c'est autre chose. En fait, ce que c'est vraiment la santé mondiale aujourd'hui, c'est les résultats des phénomènes de la mondialisation qui s'en vont croissant. Quels sont ces phénomènes ? Les moteurs de ces phénomènes-là sont d'abord le commerce. Vous savez que la tendance du commerce est la mondialisation. Il y a une organisation des Nations Unies, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui veille à ce que le commerce soit le plus fluide possible. Et quand des pays sont pris à mettre des entraves commerciales, eh bien, ils peuvent être punis. Vous allez voir que cette force du commerce mondial est extrêmement importante. C'est bien entendu la communication, l'information, la circulation des gens qui est beaucoup plus facile, transférer de l'argent, des biens dans le monde maintenant devient quelque chose de très facile. Bon. Donc, quelles incidences ça a, si vous voulez, en termes généraux sur la santé et nos systèmes de santé? Je vais juste prendre 2 exemples pour ça. Le tourisme médical. Voilà. Le tourisme médical n'est pas quelque chose de très anecdotique. Alors, je me suis mis, par exemple, dans la situation d'être au Québec, de ne pas vouloir attendre, je ne sais pas quoi, 1 an ou 2 pour voir un remplacement de hanche. En 5 minutes, je trouve l'information. Je vais sur Internet, je dis un remplacement de hanche, je dis que j'habite au Canada, immédiatement on me propose les pays dans lesquels il y a des opportunités qui sont les plus intéressantes et entre autres les moins dispendieuses. Alors, au-delà de l'aspect anecdotique, le fait que ceci soit de plus en plus possible n'est pas anodin pour les systèmes de santé. Par exemple, dans le cas du tourisme médical, vous voyez que les pays actuellement qui se positionnent en tourisme médical, c'est des pays essentiellement à revenus intermédiaires. Et il y a des pays qui sont très connus, par exemple
des interventions ophtalmologiques, la Russie est très bonne, des interventions en chirurgie plastique, je vous recommanderais peut-être d'aller au Brésil. Vous voyez, donc c'est un vrai marché sur lequel les pays se positionnent, et c'est pas anodin en termes de conséquences sur les systèmes de santé, parce que souvent les pays qui offrent ces services sont des pays qui peuvent le faire au détriment d'autres services dont leur population aurait besoin. Et du côté de la demande, c'est-à-dire du côté des gens qui y vont, ben ça permet aux services de santé de ces pays-là, si vous voulez, de pelleter un problème dans la cour du voisin et de ne pas s'y adresser réellement. Donc vous voyez, à partir de ce phénomène-là, c'est quelque chose qui vient, je dirais, chercher un peu dans la logique et dans la cohérence de nos systèmes de santé. Le deuxième exemple, et je m'arrêterai là, il y en aurait beaucoup, que je voudrais vous présenter, c'est la migration des personnels de santé. Il faut bien comprendre que les flux migratoires, maintenant que l'on observe au niveau des personnels de santé, sont beaucoup plus que la somme des démarches individuelles de personnes qui veulent améliorer leur sort en allant ailleurs. Il y a maintenant des pays qui sont spécialisés dans la production de personnel de santé, l'exemple le plus flagrant étant les Philippines. Les Philippines forment à peu près à chaque année 4 à 5 fois plus d'infirmières qui n'en ont réellement besoin, mais les infirmières philippines, vous allez les retrouver dans tous les pays, par exemple, du Proche et du Moyen-Orient. À l'autre côté, vous avez des pays qui font la régulation de leurs ressources dans le domaine de la santé en puisant dans le bassin mondial. Alors l'exemple que je veux vous donner, une excellente étude qui avait été publiée il y a quelques années dans le New England et qui caractérisait la circulation des médecins ici entre 4 pays, entre le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Australie. Alors vous voyez tout de suite que, par exemple, je caractériserai le Royaume-Uni comme un très grand exportateur de médecins. Cette année-là, je pense l'année de référence était 2003, sur les 138 000 médecins exerçant au Royaume-Uni, vous en avez 10 000 qui sont partis dans ces 3 autres pays et qui se sont distribués essentiellement en Australie, aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ces flux-là ne sont pas anodins. Bon, si quelqu'un me posait une question, me disait, mais où est l'équilibre dans le système? Qu'est-ce qui se passe avec la Grande-Bretagne, par exemple? Alors, en même temps que que les médecins de Grande-Bretagne s'exportent en quantité, vous voyez, non négligeable, ben, la Grande-Bretagne, elle importe des médecins essentiellement des pays du Commonwealth, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, de certains pays en Afrique au sud du Sahara. Donc, vous voyez, c'est pas des phénomènes, les chiffres là, c'est pas des phénomènes qui sont anodins, et ça, c'est des questions d'ordre mondial qui sont liées, comme je disais, à la circulation plus intense qu'il peut y avoir. Donc, pour moi, la question ne se pose pas. La santé est mondiale. Il n'y a pas beaucoup de systèmes, il n'y a pas beaucoup de services de santé qui maintenant ne sont pas d'une façon ou d'une autre soumis à la mondialisation. Mon deuxième point, c'est les problèmes de santé. Alors on dit au Québec et dans les pays industrialisés, on dit ah ben oui, les maladies chroniques, elles sont de plus en plus prévalentes, c'est des maladies de société, il faut qu'on y fasse face. Mais c'est la même chose dans tous les pays. Vous voyez ici, par exemple, l'importance des maladies chroniques, là, hein, en termes de mortalité, que je considère les hommes, les femmes, les pays les plus riches, les un peu moins riches, les un peu moins riches, et ainsi de suite. Vous voyez que ce sont toujours les maladies chroniques qui sont les causes prévalentes, à l'exception des pays les plus pauvres qui ont encore un double fardeau avec des maladies infectieuses, mais ce sont eux qui sont, ce sont les maladies les plus importantes. Alors, les problèmes sont communs. Les solutions aussi sont communes. Il n'y a pas longtemps encore, le secrétaire général des Nations Unies déclarait que les plus grandes réductions dans les maladies non transmissibles viendront d'interventions populationnelles et qui viseront les facteurs de risque comme l'utilisation du tabac, l'alimentation inadéquate, le défaut d'activité physique et le manque d'alcool. Si j'avais plus le temps, je vous développerais que dans ces 4 facteurs-là, vous avez une industrie mondiale qui est en arrière de ces 4 facteurs-là, de 3 facteurs, et en particulier de 2, qui est celle du tabac et qui est celle de l'alimentation. Parce qu'il s'agit d'industries qui ont effectivement des stratégies mondiales, et vous voyez qu'ils jouent un rôle, je dirais, mondial aussi, et ils ont probablement des stratégies beaucoup mieux, je dirais, organisées et articulées que la réponse qu'on pourrait y apporter avec le vœu pieux de M. Ban Ki-moon.
Donc, la santé est mondiale, les problèmes sont mondiaux et les questions de s'y adresser aussi. Donc, je vais aller brièvement à quelques exemples, d'ailleurs que j'ai puisé en partie dans ce dernier numéro de Science, de où est-ce qu'il y a des préoccupations d'ordre mondial pour lesquelles la recherche ou autre amènerait des contributions importantes. Alors, incidemment, il se trouve que le prochain objectif du millénaire du développement relatif à la santé sera l'accès universel à la santé. Bien sûr, selon le pays, ça va avoir des connotations différentes de ce à quoi on accède, mais j'ai trouvé ici que l'illustration de comment des innovations et des nouvelles technologies peuvent, dans différents domaines qui touchent à l'accès à la santé, et ça c'est vraiment quelque chose d'universel, améliorer. Alors par exemple ici, vous avez tout ce que l'on pourrait faire au niveau de l'offre de services, avoir de l'information disponible avec des médias instantanés. Vous avez ici également au niveau de la demande, quelles sont les applications, les innovations technologiques qui permettraient au système de soins à la fois d'apporter une réponse rapide à des problèmes et de garder un contact. Alors, moi aussi, je vais référer aux vidéos d'hier et aux applications qui ont été développées avec Sonia, avec des petites applications qui, quand vous êtes en détresse psychologique, vous permettent tout de suite d'aller chercher de l'aide. Si vous devez téléphoner, prendre un rendez-vous ou aller à l'urgence, votre problème est déjà probablement consommé. Alors voilà un exemple, je trouve, je dirais, de l'universalité de ce que l'on peut faire et de l'intérêt qu'il y aurait à mettre des ressources en commun. Soit dit en passant, quand j'ai regardé cette question, j'ai été assez affligé quand j'ai vu que le Québec, là par contre, se classait parmi les derniers pays de l'OCDE en termes de prise de rendez-vous auprès des médecins grâce à Internet. Bon, ceux qui connaissent le système ici savent que Internet ou pas Internet, l'accès est très mauvais. Donc, c'est pas l'Internet qui améliorerait les choses. Mais c'est assez drôle de voir que des pays... T'as pas le droit de dire ça, là. T'as pas le droit de dire ça. Mais j'ai pensé que j'avais le droit de dire ce que je voulais. J'ai pas... Tu passes à la TV, là. Ça fait rien, justement. Encore plus. Voilà. Bon, alors, quand j'ai vu ce diagramme, j'ai encore un effet de hasard. Lundi, donc, j'ai vu ça l'autre vendredi. Lundi, on reçoit une pré-annonce des IRSC pour des initiatives en matière de cybersanté. Voilà, parfait. Là, on y est. Vous voyez ? Le dernier exemple, je ne sais pas très bien où j'en suis de temps, mais le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est que il y a plusieurs appels à établir des bases de données en matière de recherche et développement pour mieux savoir ce qui se passe ailleurs. Alors, je vois des gens qui pourraient être un peu sceptiques en me disant « mais moi, ce qui se passe ailleurs, je le sais. Dans mon domaine, je sais un tel, je sais qui est bon, ainsi de suite. » Moi, à ces sceptiques-là, je leur dirais d'être un petit peu plus prudents. Vous avez vu hier que le nouveau classement des universités a fait la manchette dans les journaux. Mais bien sûr, la manchette que l'on a faite ici, au Québec et au Canada, c'est de se réjouir que McGill était presque dans le top 20, que l'Université de Montréal avait gagné 10 places. Mais moi, c'est pas ça qui m'a frappé dans ce classement-là. C'est la montée des universités chinoises, des universités coréennes. Et vous allez voir demain et après-demain, le Brésil, l'Inde et ainsi de suite. Vous voyez, il y a, dans un monde qui n'est pas tout à fait dans notre radar, énormément de choses qui se passent. Et c'est pour ça que je trouvais que cette initiative-là, de dire il faudrait qu'on développe des bases de données qui nous permettent d'avoir accès plus rapidement à ce qui se passe ailleurs, est très intéressante. Et l'analogie qui était faite ici, dans les promoteurs de cette proposition-là, c'était une analogie avec PubMed. Il disait que quand PubMed a été lancé, on rentrait à la main les références bibliographiques. Maintenant, il y a des métamoteurs qui vont automatiquement chercher dans les revues, dans les tables de matière des revues, et qui automatiquement indexent ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des moyens technologiques pour rendre, disons, plus facilement et rapidement disponible une information qui peut être utile. Et l'exemple qui était développé, c'est que par exemple, pour étudier la résistance antimicrobienne, voilà des genres de choses qui seraient extrêmement utiles parce que ces points-là sont étudiés dans différents endroits. Et je terminerai en illustrant une application de cette logique-là, c'est-à-dire de
partage d'informations avec quelque chose que j'ai trouvé un peu inattendu. L'endroit du monde où on s'attend le moins à trouver de recherche biomédicale, l'endroit le plus démuni du monde, c'est clairement l'Afrique au sud du Sahara. Donc j'ai été très surpris et heureux de voir une initiative du NIH américain auquel les IRSC sont associés, les organismes aussi français comme l'INSERM, des organismes non gouvernementaux comme Wellcome Trust, pour faire un inventaire de la recherche biomédicale en Afrique du Sud, en Afrique au sud du Sahara. Et le moteur est extrêmement intéressant. Vous pouvez choisir les sujets, les organismes de financement, et ceci met très rapidement à notre disposition une série d'informations. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y en a qui n'ont pas oublié ça. J'ai même vu des compagnies privées maintenant qui vendent des services si vous voulez faire de la recherche pour savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs et ainsi de suite. Voilà, je termine mes propos là-dessus. Merci. Merci pour l'introduction et je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole à ce merveilleux événement. J'ai toujours aimé les fêtes d'anniversaire et cet anniversaire est particulièrement remarquable, comme peuvent en témoigner ceux et celles qui, comme moi, ont dépassé le cap de 50 ans. Au cours de mes années en tant que chercheur boursier senior du FRSQ, maintenant FRQS, j'ai eu l'occasion de passer ma première année sabbatique à l'OMS à Genève. Je pensais avoir toujours fait de la santé mondiale dans mes recherches sur les parasites, mais mon séjour à l'OMS m'a offert de nouvelles expériences qui ont influencé et mis en contexte la recherche que j'ai menée depuis. En cours de route, j'ai appris quelques leçons et je voudrais partager 3 d'entre elles avec vous aujourd'hui. Premièrement, les gens comptent. Les collègues avec qui vous travaillez, les étudiants que vous formez, les gens qui acceptent de participer à vos travaux de recherche, ainsi que ceux qui bénéficieront maintenant et dans l'avenir de vos résultats de recherche. Chaque personne apporte sa contribution unique à qui vous êtes et à ce que vous faites. Sans le soutien de mes mentors, le Dr. Dick McLean à l'Hôpital général de Montréal et le Dr. Pierre Viens à l'Hôpital Hôtel-Dieu, qui m'ont inspiré tout au long de ma carrière en commençant comme étudiant au doctorat, ou le Dr. Walter Spitzer et le Dr. Rinaldo Battista qui m'ont offert mon premier emploi en tant que professeur en épidémiologie, à la condition que je réussisse à obtenir un prix FRQS de carrière naturellement. Je n'aurais pas eu la carrière au Québec que j'ai aujourd'hui. Ainsi, le mentorat est important. L'attitude d'un mentor se transmet si bien que quiconque ayant eu la chance de bénéficier d'excellents mentors saura généralement transmettre son savoir de façon tout aussi excellente. Cette attitude d'excellence en mentorat ne se limite pas au Québec, mais se transmet également aux conseils et soutiens apportés à nos collègues et étudiants internationaux. Les échanges internationaux sont essentiels au succès de la recherche, non seulement au niveau international, mais également local. En effet, nous pouvons dorénavant bénéficier de l'apport de réseaux et de technologies qui nous rapprochent tout en fournissant un environnement positif et stimulant pour pouvoir susciter l'innovation. Bien que la plupart d'entre nous aient été formés ici, nous avons parcouru le monde pendant des stages ou des années sabbatiques. Nous avons échangé nos connaissances avec des collègues lors de conférences internationales et nous avons voyagé dans les endroits isolés de tout pour mener à bien notre recherche. Puis, nous sommes revenus ici afin d'y enrichir nos communautés universitaires et l'expertise locale avec les connaissances acquises. Pour faire de la recherche en santé ou de la recherche en santé mondiale, nous comptons sur la participation et l'appui de personnes humaines. Je me rends compte avec le temps jusqu'à quel point ceci constitue un énorme privilège. Les gens vivant dans les régions les plus pauvres sont souvent ceux qui seront les plus accueillantes et disposés à croire que la recherche que nous menons
saura apporter des avantages non seulement pour eux-mêmes et dans les médias, mais surtout pour d'autres personnes ou communautés dans l'avenir. Nous leur devons toute notre reconnaissance et respect. Deuxièmement, la recherche elle-même compte car elle influence de nombreux facteurs. Ainsi, la recherche permet d'améliorer la santé des populations mondiales ainsi que d'influencer les politiques de santé nationale et de l'OMS. Judicieuse, rigoureuse, la recherche pertinente est essentielle à l'amélioration de notre qualité de vie. Il n'y a pas de substitut pour des résultats provenant d'une étude épidémiologique bien exécutée, portant sur un problème de santé important. L'accumulation de données probantes informe les politiques de santé et celles-ci guident la pratique de la médecine et de la santé publique. Le nouvel indicateur de AVAI, année de vie ajustée sur l'incapacité ou DALYs en anglais, développé au début des années 90, est un indicateur qui a permis de comparer le fardeau des maladies entre régions et périodes, et ce, malgré ses nombreux problèmes méthodologiques et conceptuels. De plus, il s'agit probablement de son influence la plus importante. Les AVAI ont forcé les décideurs au niveau mondial à réexaminer les priorités en matière de santé. Un des résultats de cette réexamination a été l'émergence du concept de MTN. Ça, c'était un atelier qu'on a fait avec OPS, Organisation Panamérique du Salud, en 2011, où, en effet, les interventions ont été intégrées dans les interventions offertes aux enfants dans les pays en Amérique. Un des résultats de cette réexamination a été l'émergence du concept de MTN, maladie tropicale négligée, en tant que cause insoupçonnée d'un important fardeau pour les régions qui en sont affectées. Avec environ 2 milliards de personnes à risque et affectées par ces maladies, dans les pays tropicaux et sous-tropicaux, les MTN rivalisent l'AVAI attribuée aux grands trois, le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Les partenariats de recherche, tout comme l'AVAI, évoluent au fil du temps, tout en s'efforçant de mieux répondre aux problèmes contemporains de santé. Bien que la recherche sous toutes ses formes contribue à l'enrichissement collectif, la recherche opérationnelle, y compris la recherche portant sur les interventions communautaires, a un lien direct avec la pratique de la santé publique. Dans le contexte de la santé publique, de la santé mondiale, contexte dans lequel je suis le plus familière, il est particulièrement satisfaisant de collaborer avec les autorités ouvrant dans les ministères de santé locaux et de voir les résultats de recherche intégrés dans leur programme de santé. Et cette diapo démontre la façon dont un programme de déparasitage est intégré maintenant dans les activités du ministère de Santé au Loreto, dans la plus pauvre région au Pérou. Troisièmement, le financement compte. Il est difficile de mener des recherches dans le monde aujourd'hui sans financement. Surtout que tout coûte de plus en plus cher. Les financements gouvernementaux et non gouvernementaux sont essentiels au progrès de la recherche et au final à la réduction du fardeau de la maladie et l'amélioration de la santé. À quoi ressemblerait la recherche en santé mondiale aujourd'hui sans la Fondation Gates? Quelle aura été la contribution du Québec à la recherche en santé sans 50 ans de FRSQ et FRQS? Combien d'étudiants et combien de chercheurs postdoctoraux, juniors et seniors ont été formés et combien de partenariats de recherche ont été créés? Combien de publications scientifiques ont été publiées? Et la liste continue. Ce qui est certain, c'est que le financement dédié à créer et à soutenir la recherche sur la santé n'est pas seulement un investissement judicieux, mais il est impératif
reflétant l'appartenance à une citoyenneté humaine dans une communauté dynamique et globale. L'inégalité des opportunités de financement signifie que les partenariats de recherche en santé mondiale sont particulièrement vulnérables. De par mon expérience, ces partenariats ont fait une réelle différence. La capacité de recherche dans les lieux les plus reculés a été développée et enrichie et les résultats de la recherche ont été mis en action. Ces partenariats doivent continuer à être encouragés. Cette diapo démontre la façon dont beaucoup de donneurs, en effet, ont été impliqués dans la recherche dans le monde entier, en effet. Je crois que le FRSQ, en célébrant son 50e anniversaire, peut être satisfait de ses réalisations à ce jour, car il a donné la priorité aux gens, a adopté une approche inclusive au financement de projets de recherche novateurs, y compris la recherche en santé mondiale, et il a constamment cherché à rehausser et soutenir de façon durable la communauté de recherche en santé au Québec. Les 50 prochaines années reposent sur une base solide. Merci. Vous avez d'entrée de jeu abordé la question ou le sujet de votre début de carrière et de l'importance d'être mentoré et d'avoir des acteurs qui vont soutenir votre cheminement. Et vous-même, j'imagine, vous avez beaucoup d'étudiants déjà. Vous nous avez parlé de Dick McLean, Walter Spitzer, Pierre Vien, puis un autre moins connu, là, Batista, je crois. Alors, vous, votre point de vue, avec toute l'expérience que vous avez par rapport aux étudiants, puis il y a des étudiants dans la salle, quels seraient les conseils que vous leur suggéreriez pour s'investir du côté de la santé mondiale et comment vous voyez le fonds de recherche comme étant un contributeur à cette émancipation des étudiants dans le domaine de la santé mondiale? Premièrement, ma force, c'est l'épidémiologie primaire, ça veut dire sur le terrain. Donc, les étudiants à la maîtrise et au doctorat qui aiment faire la santé mondiale avec moi, la plus importante chose est qu'ils sont prêts à voyager, à faire leur recherche dans une communauté, dans un pays en voie de développement. Donc, depuis 12 années maintenant, j'ai un programme de recherche au Pérou. Sur les parasites, c'est une région du Pérou, de la monde qui a la plus haute prévalence et incidence des maladies parasitaires. Et on a besoin d'étudier ces infections parasitaires là parce que c'est l'endroit où on peut vraiment les étudier et aussi tester les interventions, parler avec les gens, savoir quoi faire avec les systèmes de santé. Donc, je pense que pour les étudiants, c'est important. Je sais qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs et tout ça, on a beaucoup des étudiants maintenant qui aiment faire les analyses de données, etc. Et j'accepte que ça, c'est un bon projet à faire aussi. Mais moi, ça ne remplace pas l'expérience sur le terrain. Donc, ça, c'est ma préoccupation. En espérant que le fonds pourra soutenir déjà actuellement et pour l'avenir. Si on prend ça de façon plus globale, Pierre, comment, toi, tu envisagerais la nature de la contribution du Fonds de recherche québécois en santé ou d'autres fonds pour venir soutenir ou même favoriser l'innovation du côté de la santé publique, mais aussi dans une perspective de santé mondiale? Est-ce que les conditions sont réunies ou quels sont les éléments qui pourraient être ajustés pour faciliter l'avenir de ce côté-là? Merci. Moi, je crois qu'on est effectivement à un tournant parce que si on regarde les 50 dernières années,
si on regarde l'histoire du fonds, si on regarde l'objectif, les moyens d'action qui se sont dotés, pour moi, il y a des choses qui restent évidemment d'actualité, rendre la recherche québécoise plus compétitive, et on l'a démontré au niveau national, au niveau international, les moyens utilisés pour le faire, qui sont par exemple les chercheurs boursiers, le support à des infrastructures, le développement de partenariats, pour moi tout ça, ça reste d'actualité. Par contre, à mon avis, certains d'entre eux doivent être revisités. Je prendrai l'exemple de la santé publique et aussi, par exemple, de la santé mondiale. J'ai voulu montrer que la nature des problèmes, où qu'on soit dans le monde, quand on regarde la santé d'une façon un peu générale, ils doivent être abordés avec des angles qui peuvent être technologiques, qui peuvent être de nature plus sociétale. Comprendre des phénomènes mondiaux dans la santé maintenant demande un niveau d'analyse politique, d'analyse économique d'un niveau mondial. Donc, si je regarde l'histoire du fonds, qui est né à partir des hôpitaux, qui est né à partir de besoins en recherche biomédicale, qui a poussé des extensions du côté, je dirais, de la santé publique au sens un peu classique du terme, les défis aujourd'hui, puis je reprends ce que vous avez dit, Rémi et Reynaldo, ce matin, c'est qu'en fait, maintenant, on a besoin de recherche qui dépend autant du fonds santé que du fonds technologie et que du fonds société. Mais j'avoue que là où je dis qu'il y a quelque chose, une étincelle, un petit bing-bang à se produire, c'est une fois qu'on a dit ça, c'est quoi maintenant? C'est quoi exactement? On sait que la logique dans laquelle on fonctionne, c'est une logique quand même de cloisonnement, parce qu'il y a des domaines qui se créent et qui se consolident. Donc, à mon avis, le défi aujourd'hui, il est là. C'est d'arriver, par exemple, dans le domaine de la santé, de faire de la recherche. Puis c'est très intéressant de voir les autres présentations qui ont eu lieu tout à l'heure, dans lesquelles on voit que des applications qui viennent de l'astrophysique, on voit comment on peut les mettre dans la santé. Mais là où il y a du travail à faire, c'est d'essayer de trouver des moyens par lesquels ceci ne se produit plus de façon accidentelle, mais de créer les conditions favorables pour ça. Teresa, voulez-vous ajouter sur cela? Est-ce que j'ai été trop long dans ma réponse? Non, ça va, ça va. Prenez le temps qu'il faut, Teresa. Prenez le temps qu'il faut. Je pense que la créativité, comme le Dr Baptiste a mentionné aujourd'hui, est aussi applicable dans le domaine de la santé mondiale parce qu'on a besoin de nouvelles approches pour appliquer ce qu'on sait, les résultats de nos recherches, et pour mettre ça en application, en pratique. Et ça, c'est un défi toujours. On sait qu'il y a des pays où il y a un grand gap entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et ce gap, en effet, s'élargit. Les gens ont des fois l'impression que quand on parle de santé mondiale, on a l'impression qu'on est dans l'extension de l'aide humanitaire et que les activités scientifiques qui sont basées ici sur la scène québécoise se profilent un peu de cette nature-là. Avez-vous l'impression, ou seriez-vous capable de nous dire en quoi une expérience, ou plutôt une vie de santé mondiale, provoque des retombées sur la situation au Québec, de s'investir de ce côté-là, au-delà de la satisfaction de pouvoir mieux connaître, etc., des situations très extérieures, mais quelles sont les retombées pour nous, ici au Québec, de s'investir de ce côté-là et comment on pourrait encourager je dirais, une propension plus significative d'investissement dans ce domaine-là? Allez-y, Teresa. Moi, je pense que j'ai formé une trentaine d'étudiants aux maîtrises et au doctorat. La plupart sont retournés ici. Et leur expérience, après avoir fait un projet en santé mondiale dans un autre endroit, ils amènent toute cette expérience avec eux ici. Et ça, cette expérience est un peu différente qu'ici. Il faut parler avec les sujets humains même, les enfants comme exemple, les parents, le système de santé, les professeurs. C'est beaucoup de gens, je pense, qui sont plus impliqués dans un projet de recherche, dans une situation santé mondiale, je pense, surtout une étude épidémiologique primaire. Et ils retournent au Québec avec toute cette expérience. Moi, je pense ça, c'est un atout.
Et donc, je vois ça dans un sens très, très positif. Pierre, veux-tu... Moi, je prendrais un autre angle avec une version courte de réponse, si tu permets. C'est que, en fait, oui, on peut poser la question, ah ben oui, on fait des choses qui concernent des problèmes ailleurs, mais de plus en plus, les problèmes et les problématiques de santé, elles sont mondiales. Ah, par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les maladies chroniques, partout pareil, hein, l'ampleur, la nature des problèmes. Alors, par exemple, aujourd'hui, ce qu'il faudrait comprendre dans toutes les questions de l'alimentation, entre autres, c'est quelle stratégie on peut développer face à une industrie extrêmement bien organisée qui met de plus en plus de sel dans les aliments, de plus en plus de sucre, de plus en plus de gras insaturés. Donc, je dirais que la question, je ne la pose même pas, parce qu'elle se pose à nous tous, cette question-là. Oui. Donc, moi, je trouve que de l'aborder ensemble, c'est là le progrès, bien sûr, avec des moyens qui sont différents, mais à mon avis, les retombées sont universelles. Quand on regarde l'expérience des 50 dernières années, ce que le Fonds a provoqué, a permis, avec d'autres acteurs, des réseautages assez forts au niveau des ondes scientifiques. On a été exposé à des ondes scientifiques très spécialisées ce matin, et il y en a plusieurs autres. Est-ce que vous croyez qu'en matière de santé mondiale, le réseautage à l'intérieur ou sur la scène québécoise est suffisant pour là où ça devrait être ou pour l'avenir qui est devant nous en termes d'exploitation de nos forces vives en santé mondiale? Est-ce que les universités, les unités scientifiques qui s'intéressent à ça sont suffisamment réseautées ou on est encore dans des espaces plutôt colmatés d'une université à l'autre, d'un centre de recherche à l'autre? Bon, je dirais, je reprendrai un peu les exemples que Teresa a donnés. C'est certain que nos réseaux, de toute façon, nous tous, où qu'on soit, on les développe aussi, par exemple, par l'intermédiaire de nos anciens étudiants, et ainsi de suite. Hein. Donc ça nous permet d'établir des réseaux. Teresa parle de 30, j'ai dû former une 50aine d'étudiants. Je suis probablement en contact avec un peu plus de la moitié d'entre eux. Donc ça constitue une forme de réseau. Et souvent, en se mettant ensemble à plusieurs, dans des groupes, dans des axes, on met nos réseaux en commun. Mais c'est certain que, au-delà de ça prend des actions un peu plus structurantes. Tu as dit en me présentant qu'effectivement, je dirige un grand réseau dans plusieurs pays où là, nous avons une infrastructure qui nous permet d'abord de maintenir ces réseaux-là, mais aussi d'offrir à des collègues qui retournent dans des pays dans lesquels il y a moins de ressources, des environnements et des capacités qui leur permettent de mieux performer et à ce moment-là de développer ces réseaux. Si la question s'adresse plus directement au fond, moi je trouve que dans des exemples que j'ai donnés, des initiatives internationales, des fois ça peut être assez simple, de recensement, d'inventaire, le simple fait d'être présent, parce que ce que je vous dirais, c'est que quand j'ai regardé l'inventaire, parce qu'on parle de milieux que je connais bien, quand j'ai regardé l'inventaire qui était fait en Afrique au sud du Sahara, j'ai vu que bien entendu, les initiateurs de ce projet-là, tout ce qu'ils faisaient était bien représenté. Mais j'ai vu où il y avait des trous. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas autour de la table et dont les activités ne se retrouvaient pas. Vous voyez ? Donc voilà, oui, il y a de la place pour des initiatives qui peuvent commencer assez modestement avec du partage d'informations, mais qui, à mon avis, sont porteuses de beaucoup d'autres choses. Et je réitère mon message comme quoi il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas forcément dans notre radar actuellement et qui, à mon avis, vont façonner le portrait de la recherche médicale et en santé publique dans les prochaines décennies. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient envie de poser une question ou deux ou faire un commentaire, une remarque sur ce sujet-là? Marie-Hélène Parizeau, Université Laval. Vous avez parlé de la recherche intersectorielle. Est-ce que justement, dans le domaine de la santé publique et de la santé mondiale, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de développer au sein du Fonds de recherche de santé du Québec des projets de recherche où cette ouverture à l'interdisciplinarité permettrait des initiatives avec risque? Parce que finalement, c'est un peu ce qui me frappe, c'est qu'on a besoin de ces ouvertures où on prend des risques. On prend le risque de voir les problèmes tels qu'ils sont, c'est-à-dire ce que vous avez évoqué, là, c'est très clair que le tourisme médical, c'est un problème qui affecte notre politique de santé. Est-ce qu'il n'y a pas des secteurs où on pourrait justement prendre des risques totaux, de penser l'avenir, d'essayer de trouver des modalités
pour que justement des recherches en santé soient beaucoup plus ouvertes pour poser la question que vous posez. Par exemple, en matière d'alimentation, parce que les facteurs que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est la santé, mais la santé, comme vous le savez, comme moi, c'est une définition qui est plutôt polémique, et on peut très bien y voir des faits culturels ou sociaux plutôt que des questions biomédicales. Alors, est-ce qu'on n'a pas intérêt à ouvrir ces questions-là et donc à trouver des moyens très concrets pour créer des programmes risqués où on crée de l'interdisciplinarité? Poser la question, c'est presque d'y répondre, mais avez-vous très encapsulé un point de vue à donner sur cela? Écoutez, moi, je vais prendre votre question, mais Merci en même... beaucoup. Teresa? Non, c'est ça. D'accord. Moi, je pense les partenariats de recherche entre les chercheurs d'ici et là-bas, avec les fonds gouvernementaux et non gouvernementaux est essentiel pour le futur. Pierre, je t'ai taquiné. Ouais. Vas-y. Donc, mais en fait, je vais vous répondre, si vous permettez, mais en regardant Reynaldo et Rémi. Alors, d'abord, oui, recherche intersectorielle, je disais qu'à mon avis, on est à un point critique dans lequel le mouvement que l'on attend de la part des fonds québécois, c'est vraiment de favoriser cette recherche intersectorielle. Et maintenant, je me permettrai de référer à mon expérience personnelle, un petit peu longue dans le domaine de la recherche, et la différence qu'il y a entre les organismes publics et les organismes privés. Vous voyez, le problème des organismes publics, c'est qu'ils sont tellement pris avec la reddition de comptes que le risque, ça n'existe pas beaucoup dans le public. Parce qu'à force d'analyser le risque, ou vous l'éliminez ou il n'y a plus de risque. Par contre, dans le privé, et malheureusement, et je parle de privé non gouvernemental, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Écoutez, à la Fondation Gates, vous pouvez obtenir 100 000 $ si vous écrivez dans une page une idée qu'un profane peut comprendre. D'accord ? Alors le profane le comprend, un jury regarde, l'idée elle est bonne. Maintenant la deuxième étape, c'est un vidéo de 5 minutes et vous êtes évalué là-dessus. Votre idée est bonne, on vous donne 100 000 $. Et si au bout d'un an et demi, vous avez montré que votre idée est plus que bonne, vous êtes éligible à une nouvelle subvention d'1 million de $. Je ne sais pas, mais peut-être les organismes publics, ils auraient un peu de difficulté de justifier auprès de leurs mandants une telle approche. Mais je crois qu'on a besoin de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations dans des domaines autres qui proviennent justement de façons de faire qui sont différentes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et peut-être qu'on aura des révélations avant, d'ici la fin de ce colloque. Merci. On doit malheureusement porter conclusion, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander en 30 secondes, vous voyez l'avenir en termes de dossiers, de sujets, de priorités qui vont nous transporter pas mal tout le monde du côté de la santé mondiale comme étant lesquels? En quelques secondes à peine en capsule. Teresa? Si dans 50 ans, on peut atteindre les objectifs millénaires de développement, ça va être une bonne chose. Croyez-vous qu'on peut? Et croyez-vous qu'on va? Ça dépend du FRQRS, j'imagine. OK, je laisse en suspens. Pierre? Ça va. J'ai pas de... Ça me prendrait plus de temps que ce que tu veux me donner pour répondre à ça. On comprend ça. Merci beaucoup. Je vous remercie au nom de la salle, bien sûr, et vous souhaite un très bon dîner. Je pense que c'est pas à moi de le faire. OK, c'est à quelqu'un d'autre. Donc, allons-y. Merci beaucoup et bravo.